Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Le Sénégal et son président honoré en Namibie, c'est à l'occasion de la fête des héros. Le chef de l'État a été élevé au rang de grand officier dans l'ordre national namibien de première catégorie. Le gouvernement accélère la mécanisation agricole. Il met à la disposition des paysans des unités de production d'une valeur de 3 milliards de francs CFA, une façon de booster le secteur. Nous parlerons dans ce journal du permis à points, un projet en gestation dans notre pays. Sur la faisabilité, les avis sont partagés. Autre reportage, la préparation des briques en période d'hivernage. Et puis sport, Afrobasket 2013 en Côte d'Ivoire, le Sénégal accède en quart de finale. Les Lions sont venus à bout du Rwanda, score final 67-55. Voilà, vous le savez, le Sénégal, le président de la République est en visite officielle en Namibie. Le Sénégal donc a été honoré. C'est à l'occasion de la fête des héros qui commémore la libération du peuple namibien. Notre pays a joué un rôle majeur pour la reconnaissance de la Namibie en tant qu'État. Au nom du Sénégal, le président Macky Sall est élevé au rang de grand officier dans l'ordre national namibien de première catégorie. C'est le premier chef d'État africain à recevoir cette distinction, Pape Birame Bigué-Ndiaye. Séquence émotionnelle d'un jour de gloire. Un personnage charismatique, symbole d'une Namibie héroïque, au soir du 26 août 1966, entre désormais dans la légende. Il y a des êtres qui ne meurent jamais. Le docteur Sam Nujoma, leader historique de la libération du peuple namibien, entre dans l'immortalité. Il incarne le courage, le patriotisme, la justice. C'est lui qui a pris le destin de tout un peuple entre ses mains pour arrêter l'oppression colonialiste. Grâce à lui, cette place est devenue mythique, le point de départ d'une lutte farouche. La première bataille de libération, c'est ici qu'il l'a livrée. En menant ses troupes à la victoire. Entre souvenirs et fierté du père de la nation namibienne, la dose émotionnelle atteint son paroxysme au moment d'évoquer l'apport inestimable d'un peuple frère. Le Sénégal, à jamais lié à la Namibie par l'histoire et le symbole. Greatly appreciate the support the Republic of Senegal first under President Senghor. Nous apprécions beaucoup le soutien que la République du Sénégal nous a apporté, surtout le rôle joué par le président Léopold Sédar Senghor, qui avait reconnu la SWAPO. C'est ainsi que nous avions eu notre bureau à Dakar, financé par la présidence de la République. Voilà ce que le président Senghor a fait pour la Namibie. President Senghor has done for Namibia. Senegal played a very, very great role in the liberation of this country. Le Sénégal a joué un grand rôle pour la libération de la Namibie. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'inviter le président Macky Sall à se joindre à nous pour ce jour qui est très important pour nous. On this very important and significant day, to be with us, and I must say, my people and I. Et je dois dire que le peuple namibien est très heureux que le président Macky Sall ait accepté de se joindre à nous. Nous nous excusons de célébrer cette fête dans une zone rurale et non dans la capitale. Nous avons fait ce choix parce que la lutte pour la libération de notre pays s'est essentiellement déroulée dans les zones rurales. Nous sommes donc très heureux que notre frère et sa délégation viennent à nos côtés pour célébrer cet événement. The liberation struggle of our country took place mainly in the rural areas. So we are happy that our brother and his delegation have joined us.
Ce ne sont pas seulement des mots, mais des actes forts. Honneur au Sénégal, à son chef d'État, qui incarne pour la Namibie cette catégorie de leaders charismatiques africains, qui luttent pour la paix, la justice et la démocratie. Le président Macky Sall est élevé au rang de grand officier dans l'ordre national namibien, le plus ancien, le plus authentique. Il se nomme Welwitschia Mirabilis, First Class. En nous accueillant ici, dans le Grand Nord namibien, point de départ de la glorieuse lutte armée pour l'indépendance, c'est tout le peuple sénégalais que vous honorez. Nous en sommes fiers et reconnaissants. Le Sénégal n'a pas hésité un seul instant à accomplir son devoir de solidarité en soutenant la lutte héroïque de nos frères et sœurs de la Namibie. Chez nous, au Sénégal, une sagesse populaire dit que les cœurs se parlent. Voilà pourquoi Feu Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal indépendant, avait ouvert toutes les portes à la SWAPO en lui octroyant un siège à Dakar. Et voilà pourquoi la diplomatie sénégalaise a soutenu sans faiblesse la juste cause namibienne au plan bilatéral et dans toutes les instances africaines et internationales. C'est le jour des héros. Au prix de leur sang, ils se sont sacrifiés au nom de la mère patrie. Certains n'ont pas eu la même chance que Sam Nujoma, devenu premier président de la Namibie libre, qui aujourd'hui rend hommage à ses compagnons tombés sur le champ d'honneur. Mais au-delà du leader héroïque, c'est toute une nation, toute l'Afrique, qui honore ses combattants de la liberté. Ce sont les héros de toute l'Afrique. Ce sont les héros de tous les peuples qui réclament la paix, la liberté et la justice. Au nom du peuple sénégalais, je salue la mémoire des martyrs de l'indépendance. Je rends hommage aux héros parmi nous. Je veux distinguer parmi ces héros l'honorable Dr Sam Nujoma, président fondateur et père de la nation namibienne, ici présent, ainsi que vous-même, Monsieur le Président Pohamba. L'hymne national du Sénégal aura retenti 3 fois sur cette place historique, remplie de symboles et de gloire. Le Sénégal et la Namibie sont désormais liés à vie, un destin qui a réuni 2 peuples, 2 nations, épris de paix et de justice. Cet endroit est devenu un lieu de pèlerinage où la jeune génération vient puiser dans une source intarissable de courage et de gloire. C'est aussi un jour historique pour le Sénégal avec le leadership d'un chef d'État qui s'ouvre les portes d'une Afrique australe aux potentialités économiques immenses où le sens de l'honneur et de la solidarité reste à jamais gravé dans leurs actions. Le chef de l'État Macky Sall, invité d'honneur de la fête des héros qui commémore la libération du peuple namibien. 16 800 unités légères de production agricole d'une valeur de 3 milliards de francs CFA mises à la disposition des agriculteurs. Ce matériel vise à promouvoir l'agriculture familiale. L'ambition finale est de booster la production et dans la foulée améliorer l'économie rurale. Notre reporter Jules Diop a assisté à la cérémonie. Renforcement de la sécurité alimentaire et redynamisation des terroirs, tel est l'objectif de l'État à travers la réception du matériel agricole pour l'équipement du monde rural pour la période 2013-2014. Un matériel composé de semoirs, houes et charrues. Nous sommes tout à fait à votre disposition pour vous accompagner, pour faire que l'agriculture soit le moteur de notre économie. Cela est tout à fait possible. Nous avons entendu ces derniers jours par rapport aux semences. Si nous réglons les problèmes de semences, les problèmes de l'équipement agricole, Monsieur le ministre, nous espérons également que dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation qui est projeté, que la territorialisation des politiques publiques commence par l'agriculture. Inch'Allah, nous ferons bon usage de ces précieux outils en espérant l'accompagnement de tous vos services déconcentrés et décentralisés pour qu'en fait le résultat attendu, qu'on puisse le capitaliser. L'agriculture constitue un secteur clé du développement
Conscient de cela, l'État opte pour une agriculture familiale productrice et harmonieuse. Il faut mettre l'accent sur ces exploitations, améliorer leurs outils de travail, moderniser ces outils. C'est pour cela que nous avons voulu démarrer par des outils adaptés. Parce qu'effectivement, ces outils sont connus et sont adaptés au monde rural et sont extrêmement demandés. Ce lot important de matériel traduit la vision du chef de l'État de moderniser l'agriculture, un secteur qui représente 70% de l'économie nationale et qui constitue le socle du développement à la base. Troisième session du point économique organisée par la DPE, la Direction de la prévention et des études économiques. Le thème, politique agricole, productivité et croissance à long terme au Sénégal. Occasion pour économistes, statisticiens et autres experts de l'agriculture d'échanger sur les difficultés du secteur et les politiques à adopter pour relancer l'agriculture du pays. Synthèse de la rencontre avec René Léon Fonseca. La part de l'agriculture dans le PIB a sensiblement baissé durant ces 15 dernières années. Elle est passée de plus de 10% entre 1997 et 2001 à 7% entre 2007 et 2011. Toutefois, l'espoir est permis, mais pour cela, il faudra adopter une nouvelle approche qui s'impose notamment en ce qui concerne les subventions. Diminuer le prix de l'engrais ne contribuera pas à augmenter, si vous voulez, l'usage de ce produit-là. Parce qu'il y va, si vous voulez, une fois de plus, des normes techniques qui sont imposées, si vous voulez, par les fabricants, qui vous diront, par exemple, pour telle superficie, vous ne devez pas dépasser un certain volume. Maintenant, si vous êtes déjà à ce niveau d'utilisation, donc la baisse du prix ne vous poussera pas à augmenter davantage là. Donc, ce qui nous pousse vraiment à nous interroger davantage sur la pertinence de cet instrument de subvention par rapport à ce produit spécifique et envisager maintenant d'autres méthodes alternatives. Plus qu'un moment d'échange, cette troisième session du point économique est aussi un cadre de réflexion. Réflexion sur la productivité agricole au Sénégal. Celle-ci reste au cœur des priorités du gouvernement. Si vous voulez renforcer davantage la croissance et lutter efficacement contre la pauvreté, vous ne pouvez pas le faire sans le secteur agricole. Et donc, au niveau de la direction de la prévision et des études économiques, nous avons inscrit dans notre programme de recherche le secteur agricole, surtout ces questions de productivité, parce que c'est l'élément clé au niveau du secteur agricole. Un secteur agricole prospère, l'objectif est clairement affiché. Pour l'atteindre, le budget prévu dans le programme triennal d'investissement public 2013-2015 va augmenter. Il se chiffre à plus de 126 milliards de francs CFA. René Léon Fonseca, le projet de construction de 2000 logements sociaux au profit des victimes des inondations avance à grands pas. Les travaux se déroulent bien. L'État s'engage à donner des maisons de qualité aux victimes des inondations. Alioune Badara Kane s'est rendu sur le site de Niag où 800 logements seront construits. Voici son reportage. Sur le site de Niag, les travaux semblent se dérouler normalement. Rien de particulier à signaler, sauf ces 3 ouvrages détruits par précaution. Les travaux seront repris aux frais de l'entreprise. Plutôt que de réparer, nous sommes au niveau fondation, nous avons préféré démolir à nos frais et reprendre. Déjà, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes à construire des logements ici. Parce que nous sommes sous le contrôle du ministère qui a ses ingénieurs, il y a un bureau de contrôle qui contrôle, il y a un assureur derrière qui n'assure pas si le bureau de contrôle ne l'assure pas. Donc on est contrôlé régulièrement par le ministère et les bureaux de contrôle. Le contrôle est rigoureux, aucune imperfection n'est tolérée, rien n'est laissé au hasard. On est en train de faire tout pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Et à la fin de ce bâtiment, à la fin du projet, un rapport final sera remis, un rapport de garantie décennale sera remis pour assurer quand même la qualité et la solidité des ouvrages. L'État veut des maisons sûres pour les bénéficiaires de ce vaste programme de logements sociaux. Des engagements sont pris pour livrer toutes les maisons au plus tard le 30 octobre 2013. Il n'y a aucune tolérance quant à la solidité et la fiabilité de ces logements. Donc ils seront sûrs et sécurs. À ce jour, nous avons 486 logements déjà livrés. Nous nous attendons à 944 logements pour le mois de septembre et le reste le mois d'octobre. Nous sommes encore dans le temps. 2000 logements sociaux pour les victimes des inondations. Un programme ambitieux en cours d'exécution. Tout est fait pour construire dans les meilleurs délais ces 2000 logements. Promis. Reportage du jour, préparation des briques en période d'hivernage. L'eau de pluie ne présente pas seulement des avantages dans la conception de ces matériaux de construction. Donc on pense que pour obtenir de bonnes briques, cette eau venue du ciel n'est pas recommandée. Un tour dans quelques chantiers de Dakar a permis de lever un coin du voile sur cette pratique. Reportage Abibou Mbaye. À Dakar, les chantiers prennent de la hauteur.
Le mode de construction des bâtiments et des immeubles implique une bonne connaissance des matériaux devant participer à l'élévation du chantier. Dans cette composition, la qualité des briques utilisées est le socle sur lequel repose sécurité, viabilité, confort d'un bâtiment. Pour réaliser les briques, ça dépend du propriétaire de la maison. Moi, personnellement, j'ai dit à tous mes clients, il faudra avoir des bonnes briques. Parce que sinon, si les briques n'ont pas bon, tu ne peux pas avoir de bon travail. La qualité d'une brique dépend de la quantité de ciment, d'un mélange efficace et d'une quantité de béton et d'eau requise. Les briques que nous faisons sont fabriquées à base de courant. Elles sont bien vibrées et suffisamment arrosées. Dans les chantiers de fabrication de briques, la qualité est une exigence. Le sac de ciment est utilisé pour mouler entre 27 et 35 briques, selon la quantité demandée. Le dosage d'un sac, le sac, ça peut faire 30 briques, ou 29 briques, ou 31 briques par sac. Parce que le moins, ça sera plus bon pour les briques. Parce que si c'est le commerçant qui vend, bon, il fait le dosage des sacs, 45 ou 40 briques, ou 38 briques. Mais au plus tard, tu vas le voir, au plus tard, les années à venir, tu vas le voir dans la maison. Il y a deux types de briques, une brique creuse et une brique pleine. Ce sont les calibres qui diffèrent, car il y a les calibres 7, 15, 10, 40, 10, 50 et 40. Loin d'être un simple mélange de sable, ciment, eau et béton, le moulage des briques demande une certaine maîtrise du dosage, de la quantité de chacune des composantes qui participent au processus. En période d'hivernage, il semble que l'eau de pluie est un élément de solidification des briques. Les briques qu'on a réalisées durant l'hivernage, ce sont des bonnes briques. Parce qu'une fois que tu descends le soir vers midi ou 2 heures, la pluie tombe vers 20h, 21h, les briques, ça va bien tenir, très bien même. Bon, bonne qualité quoi. Ouais, ça sera très bonne qualité. Que brique moom ndox buñ la waxee brique ndox mooy booy brique dafa war a tooy. L'eau est une composante essentielle du mélange du ciment et du sable. L'eau de pluie ne peut pas porter préjudice aux briques. Au contraire, ça les solidifie et les renforce. Mais cette thèse est battue en brèche par certains professionnels du bâtiment. Sans une eau de qualité, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire par exemple n'importe quel ouvrage. Wow. Que ce soit des briques ou autre chose. Wow. Il faut avoir une eau de qualité, par exemple une eau étudiée, une eau propre, hein, à la consommation, comme on peut dire. Wow. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'eau de pluie? Non, il n'est pas recommandé. Absolument, il n'est pas recommandé. Là, c'est de l'eau qui a de l'acide déjà. Wow. Et quels sont les risques encourus par des briques qui sont fabriquées à base de l'eau de pluie? Mais bon, il pourrait y avoir des risques, par exemple, que la brique ne sera pas ferme ou plutôt... Bon, tu fais une brique, par exemple, après tu auras des fissures. Le moins que l'on puisse dire, c'est que des briques fraîchement moulées ne vont pas résister sous une pluie battante. Reportage signé Habibou Mbaye. Le Sénégal va peut-être vers l'instauration du permis à points. Le chef de l'État a proposé une réflexion sur ce système dans notre pays. Déjà, la question passionne les acteurs du secteur. Pour certains même, il est impossible de réaliser ce projet. En attendant, notre reporter Oumou Kalsom Sall s'est rapproché de quelques professionnels. On ne compte plus les accidents de la route, mais qu'est-ce qui en est la cause? Chacun apprécie à sa manière, mais tout le monde veut que le phénomène s'arrête. Au plus haut sommet de l'État, on veut trouver la solution. L'idée d'instaurer le permis à points est agitée. C'est un système dissuasif qui est mis en place derrière ce permis, qui fait qu'à chaque fois qu'on commet une infraction ou on délit sur la route, on perd des points. Et à la longue, ça va mener à quoi? À la longue, ça peut mener à la perte complètement du permis. Mais dès le lendemain de cette annonce, les syndicalistes des transports ont rué dans les brancards pour montrer leur désaccord, argument à l'appui. Ici, il n'y a pas de conditions réunies. Ça veut dire que
Je donne l'exemple de Diamniadio jusqu'à Kaolack ou au-delà de Kaolack. Tu conduis, il n'y a pas d'accordement, les animaux traversent, les personnes traversent, il n'y a pas de mur de sécurité, il n'y a rien. Et puis c'est des voies à double sens. En Europe, tu conduis, tu rencontres personne. Il n'y a pas de traversée d'animaux, il n'y a pas de traversée de personnes, puisque toutes les routes sont sécurisées. À partir de ce moment, les véhicules sont neufs, les routes sont neuves. Parce que le permis à point, il y a un Nous estimons que ce système demande de sérieuses mesures d'accompagnement. Nous sommes bien placés pour le dire en notre qualité d'usager permanent de la route. Si dans ce phénomène des accidents, on veut simplement voir la responsabilité des chauffeurs et qu'on cherche à les sanctionner, croyez-le bien, cela ne réglera pas le problème. Ont-ils tort, ont-ils raison? On n'en est pas encore là. On est contre une proposition ou bien une décision, mais une idée. Comment peut-on être contre une idée? Laissons quand même les gens réfléchir. On est en phase de réflexion. Pourquoi vouloir être contre ou pour? C'est prématuré. Il faut avoir les tenants et les aboutissants de quelque chose avant de se prononcer. Quand on mettra un dossier sur la table, ou bien dans le cadre de la réflexion, c'est là où va naître la contradiction. Donc la réflexion sera bel et bien menée. Chez les conducteurs, le sujet commence à faire débat. On peut instaurer le permis à point, c'est une bonne initiative, mais aussi nous, conducteurs, nous ne souhaitons pas de faire des accidents comme ça là. Ça peut arriver, mais personne ne souhaite de commettre des erreurs comme ça là. Je suis pour qu'on instaure le système de permis à points. Ça va dissuader beaucoup de chauffeurs à commettre certaines imprudences et à faire plus attention sur le code en particulier et sur la route en général. Le permis à points, je ne suis pas d'accord parce que l'erreur est humaine, vous savez. Tout le monde en commet et puis il existe déjà une commission qui apprécie les infractions et le cas échéant peut sanctionner les contrevenants. Cela, à mon avis, suffit amplement. Cet accident, la question intéresse autant les Sénégalais au volant que ceux qui sont transportés. Franchement, c'est une bonne idée. Je crois que ça va réduire les risques d'accident, surtout chez les jeunes qui ne sont pas assez prudents sur les routes. Il y a trop d'accidents, trop de victimes. Le permis à point pourrait être peut-être la solution. Prochainement, tous les acteurs du transport seront invités à une concertation sur la question. Mais il faut déjà dire qu'il s'agit là d'un projet ambitieux. En Afrique, seul le Maroc dispose de ce système de permis à point. Gestion des aires marines protégées, les acteurs évaluent l'efficacité du projet. Un atelier est organisé pour identifier les facteurs qui perturbent l'écosystème marin de la sous-région, initié par le PNUD et WWF. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet gouvernance politique de gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté. Fantabachi. Le Sénégal dispose de plus de 700 km de côtes avec plus d'une dizaine d'aires marines protégées. Ces sites permettent le repos biologique et la reproduction de certaines espèces halieutiques fortement menacées aujourd'hui. Leur gestion fait l'objet d'une évaluation. Le Sénégal a pris des engagements majeurs, notamment dans les objectifs d'Aïchi, de porter à 10% le taux de classement des aires marines protégées. Avant de passer à un élargissement, à une extension de ce taux de classement, il est normal de s'arrêter et de voir les performances qui ont été faites et en tirer des leçons. Cette évaluation concerne la prise en charge des aires marines protégées de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, du Cap-Vert et des deux Guinées. Toutefois, tous les pays ne sont pas au même niveau de gestion. Les pays concernés sont invités à mutualiser leurs actions pour l'intérêt de la sous-région. La pêche ne peut se développer sans une approche intégrée, d'où la nécessité de développer des synergies entre les pays,
les partenaires techniques et financiers, les administrations et la recherche. L'insuffisance de moyens financiers est aussi évoquée comme facteur négatif empêchant une gestion correcte des AMP. Les acteurs plaident pour plus de moyens financiers et humains pour une gestion plus efficace de la ressource. Les sommes investies dans les aires marines protégées sont minimes par rapport aux besoins et que les États doivent faire des efforts supplémentaires pour augmenter ces budgets. L'implication des populations est aussi suggérée pour préserver les aires marines protégées. Leur existence contribue fortement à améliorer les moyens et conditions d'existence des communautés locales. La journée de l'alphabétisation se prépare. Elle sera célébrée le 8 septembre prochain. Ce sera l'occasion de lancer la semaine nationale qui prendra fin le 14. Explication Ibrahim Andong. Les chiffres deviennent de plus en plus inquiétants. Plus de 700 millions de personnes analphabètes sont dénombrées dans le monde. Une situation qui ne laisse aucun gouvernement indifférent. Au Sénégal, des efforts sont en train d'être consentis pour juguler le phénomène. La stratégie intègre la politique sectorielle du gouvernement. L'avènement de la lettre de politique sectorielle de février 2012 qui induit un réel changement de paradigme dans le sous-secteur de l'éducation de base des jeunes et des adultes avec une responsabilisation plus effective des collectivités locales dans le processus du développement local. Le démarrage du programme national d'éducation de base des jeunes et des adultes analphabètes articulé au TIC qui vise à éradiquer l'analphabétisme à l'horizon 2025. Ce point de presse a permis au ministre de l'Éducation nationale de revenir sur les différentes activités prévues durant la Semaine nationale de l'alphabétisation. La Semaine nationale de l'alphabétisation sera un fort moment de sensibilisation et de mobilisation de toutes les énergies, mais également de partage du savoir pour l'atteinte des objectifs ciblés aussi bien au plan national qu'international. Enfin, ce sera aussi une occasion pour valoriser les langues nationales et mener un plaidoyer fort en faveur du développement de l'éducation de base des jeunes et des adultes. Pour cette 38e édition, la semaine sera célébrée du 8 au 14 septembre 2013. Alphabétisation et 21e siècle est le thème pour cette année, dont le professeur Cheikh Anta Diop est le parrain. La vie et l'œuvre de l'historien et homme politique Abdoulaye Ly, revisité à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les 4e journées scientifiques du département d'histoire lui ont été dédiées. Les conférenciers ont appelé les étudiants à perpétuer son œuvre, compte rendu signé Dame Silla. Auteur d'une quinzaine d'ouvrages d'histoire et de politique axés sur la société sénégalaise et le panafricanisme, Abdoulaye Ly a marqué son époque. L'homme s'est battu toute sa vie durant pour la liberté, la démocratie et l'égale dignité des peuples. Pour lui rendre un hommage mérité, ses collègues historiens lui ont dédié ses 4e journées scientifiques. C'est une excellente initiative de la part des étudiants de lui rendre hommage aujourd'hui et de parcourir un peu son travail, qui a été un travail de pionnier sur les rapports entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques au moment de la traite négrière à partir du XVIIe siècle. Membre fondateur du Parti du regroupement africain Sénégal, l'une des premières formations politiques post-coloniales, Abdoulaye Ly a aussi été plusieurs fois ministre. Son engagement pour sa patrie et sa capacité intellectuelle sont inculqués à la génération actuelle et future. Mon appel aux étudiants, c'est qu'ils continuent l'œuvre d'Abdoulaye Ly, qui a été poursuivie par d'autres, et sur l'insertion de l'Afrique dans l'histoire atlantique qui a dominé le monde à partir du XVe siècle, mais au profit de l'Europe et au détriment de l'Afrique. 1909-2013, Abdoulaye Ly a vécu 94 ans, une vie pleine de symboles et qui devait inspirer l'ensemble de la jeunesse africaine. L'Afrique en bref nous mène à Djibouti, au bord de la Méditerranée et au Congo, où les autorités accusent la justice française d'acharnement contre le général Norbert Nabira. Ce dernier est arrêté par la justice française qui l'accuse de crimes contre l'humanité dans l'affaire du beach de Brazzaville. Le Congo crie à l'acharnement de la justice française, une réponse à la mise en examen à Paris du général Norbert Nabira pour crimes contre l'humanité dans l'affaire des disparus du beach de Brazzaville. C'est le ministre de la Justice qui est monté au créneau.
Il a rappelé que le général Dabira et ses co-accusés avaient été acquittés lors de leur procès à Brazzaville. Une personne acquittée ne peut plus faire l'objet de nouvelles poursuites à raison des faits pour lesquels il était acquitté. À l'époque, les militants des droits de l'homme avaient dénoncé une parodie de justice qui n'avait apporté aucune réponse sur cette sinistre affaire. 350 jeunes Congolais qui avaient fui la guerre civile avaient disparu lors de leur retour au pays en 1999. Nouveau rebondissement dans l'affaire du juge Borrell. Un témoin clé, Mohamed Saleh Aloumekani, a été arrêté ce week-end au Yémen. C'est son témoignage qui a permis de relancer l'enquête sur la mort du juge français à Djibouti en 1995. Ancien officier de la garde républicaine, Mohamed Saleh Aloumekani met en cause le président djiboutien et son entourage. Les ONG de défense des droits de l'homme craignent son extradition vers Djibouti, mais la Belgique, pays dont il possède la nationalité, se veut rassurante. Elle affirme qu'une telle extradition n'est pas possible. Ils ont échappé au pire. Dans la nuit de dimanche à lundi, les gardes-côtes italiens ont secouru 200 migrants clandestins entassés à bord de 2 canots pneumatiques qui se trouvaient en difficulté. Des migrants originaires pour la plupart du continent, ils ont été débarqués sur l'île de Lampedusa. Nous rendons au Brésil où les Sénégalais n'éprouvent aucune difficulté pour s'intégrer. Il y en a qui se sont mariés sur place et ne le regrettent pas. À Brasilia, les Sénégalais ne sont pas nombreux mais vivent dans une parfaite harmonie avec les Brésiliens. Thierno Ahmadoussi. Yendou chez le colonel Wardini, tout le monde s'y met. Occasion d'affirmer l'amitié entre Sénégalais et Brésiliens. Dans une parfaite harmonie, les deux communautés passent la journée ensemble. Des plats bien sénégalais sont servis. Ici, l'intégration est parfaite. Mansour Dramé ne dira pas le contraire. Arrivé en 1999, il a connu Eliane, son épouse, qui lui a facilité son installation au Brésil. Pour ceux qui veulent étudier, ils peuvent venir ici, il y a beaucoup d'opportunités. Après les études, ils commencent à travailler. Comme nous, on a fait, ici à Brasilia par exemple, nous tous on travaille, on n'a pas de problème. Et voilà, le Brésil c'est ça. Na universidade, né, homem negro. J'aime mon mari, j'aime son pays. J'ai visité le Sénégal à 4 reprises et j'ai aimé Gorée et toute son histoire. E também uma pessoa que gosta de estudar e constituir uma família é muito importante. Djiby Mané aussi a quitté le Sénégal il y a 19 ans. Aujourd'hui, il vit en parfaite communion avec Mira. Moi, ma culture d'origine, je crois que je ne peux pas l'oublier. C'est une culture innée. Donc, dans ce sens, quand je vais dans un autre pays, je dois respecter la culture d'autrui. Ça, c'est fondamental. Alors moi, j'ai vu que des Sénégalais qui sont venus ici, ils ne se sont pas adaptés. Pourquoi? À cause du choc culturel. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. La question de la culture est différente. Nous sommes de cultures différentes, mais on se respecte, on vit en harmonie, on s'entend très bien. Concernant la culture sénégalaise et les Sénégalais, j'apprécie bien. Les Sénégalais sont adorables, très ouverts. Ils ont beaucoup de ressemblances avec les Brésiliens. Ces deux couples traduisent parfaitement l'amitié entre Brésiliens et Sénégalais. Ces Sénégalais du Brésil affirment ne pas être confrontés à un problème d'intégration. À suivre donc ce soir votre magazine L'Héral numéro 7 qui vous parle des bourses de sécurité familiale, un programme du gouvernement du Sénégal qui va bientôt démarrer. Thierno Ahmadoussi et ses invités vous donnent rendez-vous juste après cette édition. Parlons sport, Afrobasket 2013, le Sénégal est en quart de finale. Les Lions ont défait les Rwandais sur le score de 67 à 57. Les hommes de Chersar sont venus à bout de leurs adversaires au terme d'une partie âprement disputée. Seydina Alindjou. Le lion a bien rugi et son cri était audible au pays des 1000 collines. Score final 67-57, 10 points d'écart, mais qu'il était mauvais le départ. En première période, les Rwandais donnent du fil à retordre aux Sénégalais. Quand Kenneth Gassana y va de ses tirs primés, en face on montre des signes de fébrilité. Mohamed Faye, décidément pas encore entré dans une compétition qui pourtant lui a si bien réussi dans les précédentes éditions. Quand l'étoile ne brille pas, le salut vient d'un joueur de devoir. Pape Badji montre la voie. Mais sa réussite offensive n'est pas communicative à tout l'effectif.
Le score à la mi-temps en dit long, le Sénégal est mené de 2 points. La seconde période est la copie conforme de la première, un chassé-croisé auquel mettent fin Ibrahima Mbengue et Maley Ndoye. L'avalanche gronde à 1 minute de la fin. Pape Badji porte les Socades en finissant meilleur marqueur 20 points. Les hommes de Cheikh Sarr reviennent de loin. Parlant de l'afro-basket, les Lions du Sénégal suivent avec attention la prestation des Lions à l'occasion du match de 8e de finale. Notre reporter a suivi la rencontre avec les Lions. Elle n'hésite pas à donner donc des consignes aux joueurs, même si ces derniers ne les entendent pas. Le stress est le sentiment le mieux partagé chez les Lions quand les Lions jouent. Abdoul Aziz Ban. Des cris de joie, du stress. Mais là, on doit revenir en défense. No! Help! Box! Bien! Voilà, là, on est un peu libéré. La délivrance au bout du sifflet final. Le Sénégal gagne le match par 10 points d'écart. Durant toute la partie, les Lions ont souffert. C'est normal parce qu'il y a 3 points d'écart et puis le match il est vraiment serré et puis le Rwanda est en train de bien jouer aussi. Elles se seront même transformées en entraîneurs durant les 4 quarts-temps. Il faudrait peut-être plus fixer les intervalles et ressortir les ballons parce que je pense que les shoots les plus faciles, c'est les shoots qui viennent de l'intérieur et qui ressortent. Les Lions ont respecté les consignes. Ils gagnent le match par 67-57. On est vraiment soulagés. Félicitations aux garçons, ils ont bien joué, ils ont bien géré le match. Ça s'est très bien passé. C'est un très bon match, une très belle victoire de la part des jeunes Sénégalais. Ils ont très bien joué, ils ont bien géré ce match-là, malgré la zone qui était en face. Une victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale. Les Lions jubilent, les Lions ont assuré. Parlons à présent football, qualification Coupe du Monde, zone Afrique, Brésil 2014. La liste des joueurs convoqués pour le match Sénégal-Ouganda, comptant pour la dernière journée des éliminatoires, a été publiée ce matin. Le sélectionneur national a reconduit le même groupe qui avait affronté en amical la Zambie en France. Sénégal-Ouganda va se jouer à Marrakech en nocturne d'Ahaba. Les préparatifs de la manche retour Sénégal-Ouganda ont démarré avec ce point de presse du sélectionneur national. Les Lions entrent en stage en début de semaine prochaine à Marrakech. Lundi, donc toujours pareil, avec la réception des joueurs en fonction de leur programme championnat. Certains commencent à jouer le vendredi, d'autres le samedi et d'autres finissent le dimanche. Bon, la première des choses, c'est la récupération de tous ces joueurs pour les acheminer à Marrakech et commencer en fonction des arrivées des uns et des autres qui sont un petit peu échelonnés. On commence dès le lundi après-midi, un travail. Et ensuite, nous enchaînerons sur 2 entraînements le mardi matin, mardi après-midi, un entraînement le mercredi, une reconnaissance de stade le jeudi et vendredi, veille de match. Marrakech, la ville marocaine où la température moyenne avoisine les 30 degrés à cette période de l'année, un facteur qui a pesé sur l'horaire du match. Moi j'ai dit, tiens, on va jouer à 20h. Et on m'a dit, mais les autorités locales ont dit, mais vous savez, c'est mieux de jouer à 21h, justement pour rentrer dans un peu plus de fraîcheur. Et puis étant donné que les conditions d'éclairage du stade permettent de jouer en nocturne. Le choix des 23 devant jouer le match retour Sénégal-Ouganda a été sur la base du dernier match amical des Lions à Paris. Arriver à avoir une base de 7, 8 joueurs qu'on dira, effectivement, ce sont les joueurs qui s'imposent naturellement parce qu'ils ont pris de l'expérience, parce que leur rapport dans l'équipe, à l'intérieur de l'équipe est réel. L'équipe repose sur un noyau, mais après, la possibilité que des joueurs rentrent dans le groupe existe toujours. Des joueurs comme Issa Ndoye, Issa Sissoko, Alfred Ndiaye, Henri Sévé vont à la découverte de la compétition africaine avec les Lions. Pape Djilabodji et Ibrahima Baldé, eux, ont eu la chance de vivre la réalité des terrains d'Afrique. Du football, nous passons au volleyball et pour boucler, donc les Lions ont démarré la dernière phase de la préparation du championnat d'Afrique prévu du 12 au 22 septembre prochain à Nairobi au Kenya. La séance d'entraînement d'hier était axée sur le travail entre les passeurs et attaquants. Salih Oussek.
Sur le parquet du stade Marius Ndiaye, les Lions du volleyball en pleine préparation. Hormis la capitaine de l'équipe Mariam Diagne, partie en France pour régler quelques affaires administratives, toutes les autres ont répondu à l'appel du coach. Cette séance d'entraînement est axée sur le travail relationnel entre les passeuses et les attaquants. Il fallait essayer d'huiler davantage un peu la relation passeuse-attaquante. D'accord, donc la séance d'aujourd'hui était plus portée sur ce thème. On a fait muscu, après on a fait ballon. Sur ballon, on a travaillé plus le collectif et un peu de défense avec les passeuses. Les Lions sont dans la dernière ligne droite de la préparation pour le championnat d'Afrique. Le regroupement a permis au coach de corriger quelques lacunes notées à l'issue du tournoi de la zone 2. Nous avons eu à disputer un peu le tournoi de la zone 2 qui était qualificatif au premier tour au championnat du monde. Bon, et puis ça nous a permis aussi de revoir un peu quelques lacunes un peu dans le jeu et je pense que nous avons noté déjà qu'il était question de renforcer la défense et donc depuis tout ce temps-là, nous travaillons dessus. Donc je pense que grosso modo, la préparation de manière générale se passe très bien. Les Lions quittent Dakar ce week-end, direction France où elles vont livrer des matchs amicaux contre Nîmes, Albi et Istres avant le championnat d'Afrique de volleyball. Une CAN prévue du 12 au 22 septembre à Nairobi, au Kenya. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.